Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à Empreinte sauvage. Mon nom est Patrick Bourgeois, je suis photographe nature, photographe animalier. Empreinte sauvage, c'est un balado qui fusionne la politique et les animaux, la nature, à une façon de mieux comprendre le sort qu'on leur réserve trop souvent à ces animaux-là qui vivent tout autour de nous. On se permet d'entrer dans le vif du sujet, de brasser la cage, comme on dit. Et aujourd'hui, on poursuit l'analyse du projet Norvolt. Norvolt, c'est une immense, c'est une compagnie, là. Et le projet en question, c'est la construction d'une méga usine de batteries pour véhicules électriques, usine qui s'installera sur les territoires de McMasterville et de Saint-Basile-le-Grand. C'est une usine qui sera construite à côté de la rivière Richelieu, une rivière super importante. On a commencé, j'ai comme divisé, c'est tellement un vaste sujet, ce dossier-là, que je l'ai divisé en 3 segments. Le premier segment, j'ai discuté avec Jacinthe Villeneuve du comité Action citoyenne qui nous a vraiment bien présenté le projet en question d'un point de vue citoyen. Quand j'ai diffusé ça sur cette première discussion-là, quand je l'ai diffusé sur les réseaux sociaux, évidemment, ça a suscité des réactions. Certaines personnes accusaient encore une fois les écologistes et les environnementalistes de critiquer puis de brimer finalement la marche de la création de la richesse. On nous a entre autres reproché de défendre un terrain qui était fortement contaminé. Et Jacinthe n'a jamais dit que le terrain sur lequel s'implantera l'usine de Norvolt, qui est une compagnie suédoise, financée pour ce projet-là à même les deniers québécois. On parle de milliards de fonds publics qui se retrouvent dans ce projet-là. C'est les Québécois qui ont acheté le terrain en question. Et ce terrain-là, Jacinthe le disait, qu'il était vraiment contaminé, c'est vrai, mais les contaminants étaient encapsulés par des milieux humides, par des arbres. En permettant la construction de cette usine-là, on a décapé le site. Et là, les gens nous disaient que c'était pas un parc national. Sur les réseaux sociaux, certaines personnes nous disaient que c'était pas un parc national, que c'était pas bucolique, arrêtez de capoter une usine là-dessus, c'était pas grave. Il y avait des espèces sensibles sur ce terrain-là, des tortues, des oiseaux de proie, des martinets, des hirondelles. Aujourd'hui, on a coupé environ 8000 arbres. On étant excluant la personne qui parle, mais Norvolt a coupé à peu près 8000 arbres avec la bénédiction du ministère de l'Environnement. Et évidemment, le fait d'avoir décapé ce terrain-là, qui a appartenu pendant à peu près un siècle à CIL, Canadian Industries Limited. On y construisait toutes sortes de produits, des explosifs, de la peinture. Il y a eu beaucoup de produits chimiques qui ont été utilisés à cet endroit-là. Et le fait de décaper le terrain, Jacinthe m'expliquait qu'il y avait un risque qu'avec les eaux de ruissellement, ces contaminants-là se retrouvent dans la rivière Richelieu, là où évolue une autre espèce sensible, une autre espèce menacée d'extinction, et on a nommé le chevalier cuivré. Mais là, évidemment, Jacinthe, c'est pas une chimiste, c'est une citoyenne qui s'est impliquée dans ce dossier-là. Alors moi, je voulais aller plus loin pour vraiment bien comprendre la situation. Et je me suis tourné vers Daniel Green, qui est un écotoxicologue, qui est un spécialiste de ces questions-là, de ces dossiers-là. C'est un gars qui a vraiment pas la langue dans sa poche et et quand il y a des choses à dire, il ne passe pas par 4 chemins pour faire savoir ses opinions. Et je suis très heureux, il a accepté de participer au balado pour mieux nous faire comprendre de quoi on parle avec les contaminants présents sur ce site-là. Daniel Green a monté une équipe de citoyens pour faire de l'échantillonnage parce que le ministère de l'Environnement s'est pas préoccupé de surveiller ce qui se passait au fur et à mesure que progressait le projet Norvolt. Je veux dire qu'il n'y a pas de fonctionnaires du ministère qui sont allés là pour faire, de biologistes du ministère qui sont allés sur place pour faire de l'échantillonnage. Ils n'ont pas vraiment surveillé ce qui se passait lorsque Norvolt détruisait les milieux humides, coupait les arbres. On leur a donné pas mal carte blanche. Bon, je comprends que les moyens au Québec, souvent, c'est illimité, mais ce projet-là est tellement
sensible et tellement délicat à cause des espèces menacées qui se trouvent dans les alentours que ça aurait été la moindre des choses que le ministère de l'Environnement effectue une surveillance, donc efficace et serrée. Mais là, comme ils l'ont pas fait, c'est Daniel Green et son équipe qui ont fait de l'échantillonnage et qui vont nous présenter les résultats dans la suite de cet épisode-ci, parce que oui, c'est avec lui que je vais discuter dans cet épisode-ci. On a commencé avec Jacinthe Villeneuve, comprendre le dossier. Aujourd'hui, on parle avec Daniel Green pour comprendre exactement de quoi on parle avec les contaminants. Et on va poursuivre, c'est une trilogie sur Norvolt, on va poursuivre avec un épisode subséquent qui fera intervenir Alain Branchot, qui est un biologiste spécialiste du chevalier cuivré. Et là, on va vraiment s'attarder aux impacts de ce projet-là sur le chevalier cuivré, la seule espèce endémique du Québec, c'est-à-dire c'est la seule espèce qui ne sera, de toutes les espèces qu'on retrouve au Québec, c'est la seule qui n'existe que chez nous. Elle n'existe pas en Ontario, aux États-Unis, nulle part ailleurs. Donc, si on fait disparaître le chevalier cuivré au Québec, c'est terminé. Cette espèce-là n'existe plus sur la planète. Alors, Alain va nous parler de ça. Avant de faire intervenir M. Green, je souligne, hein, je vous invite à rester proche du balado parce qu'il y a plusieurs sujets qui seront traités dans les prochaines semaines et qui sont vraiment intéressants. Je vais avoir une biologiste pour parler de l'état des chauves-souris, qu'est-ce qui se passe une décennie environ après l'effet dévastateur du syndrome du museau blanc. On en est où avec nos chauves-souris? J'ai quelque chose qui s'en vient sur la chasse aux phoques. Ça va être vraiment polarisant, explosif, dérangeant. Ça va créer beaucoup de remous, beaucoup de réactions. J'ai vraiment hâte de voir parce qu'on va, dans cet épisode-là, avec Jacques Gélineau, on va à contre-courant. On s'oppose à la chasse aux phoques dite commerciale, industrialo-commerciale, si on veut. La sportive, ça ne nous dérange pas tant, mais de réduire drastiquement les populations de phoques, on va voir pourquoi pour nous, ça représente un problème. Ça risque de vraiment faire beaucoup jaser. Manquez pas ça. J'ai quelque chose aussi qui s'en vient sur les saumons, sur le caribou forestier. Il y a vraiment plein de stocks que je vais aborder dans le cadre de ce balado-là qui risque de vous intéresser très fortement. Ceci étant tout dit, je ne m'étire pas davantage et j'invite maintenant M. Daniel Green à entrer dans le studio pour nous parler des contaminants qu'on retrouve sur le site de Norvolt en Montérégie. Alors, bonjour, M. Green. Bonjour. Est-ce que vous allez bien tout d'abord? Je vais bien. Vous allez bien. Je veux vous remercier vraiment chaleureusement d'avoir accepté mon invitation pour mon balado Empreinte sauvage. J'ai commencé à parler de Norvolt dans un premier temps, dans un premier segment, mais avec vous, j'avais vraiment besoin de certaines des compétences que vous êtes un des rares à maîtriser. Hein? On vous connaît pour la Société pour vaincre la pollution, le Parti vert, mais l'écotoxicologie, c'est quand même une compétence que vous avez et qui nous sera précieuse dans le cas présent, parce que le dossier Norvolt, mettons que ça implique pas mal ce qu'on appelle les contaminants. Le premier segment que j'ai fait avec Jacinthe Villeneuve, je l'ai partagé évidemment sur les réseaux sociaux. Et je suis sûr que je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'il y a des personnes qui m'ont répondu suite à ce premier échange-là. Ben là, vous attendez à quoi? Là? C'est sûr qu'il y a des contaminants là-dedans. C'est un site qui est pollué depuis toujours. C'est pas un parc national. D'où c'est que vous sortez avec vos skis? Ça coulait bien avant cette histoire-là. C'est pas juste à cause de Norvolt. Vous chiolez tout le temps, vous autres, les écologistes. On connaît le topo. Alors, dans un premier temps avec vous, j'aimerais ça que vous me présentiez. Puis Jacinthe Villeneuve, elle a jamais dit que c'était un site qui était vierge. Là. Elle a clairement dit, hein, entre autres, que il y a des gens qui disaient que par le passé, parce qu'il y avait de la peinture qui était faite là, que la rivière Richelieu pouvait devenir bleue, pouvait devenir orange. Donc, il y a un passé de pollution à cet endroit-là. Donc, oui. J'aimerais ça que pour qu'on comprenne bien la nature de ce terrain-là, que vous retourniez dans le passé et que vous nous présentiez cet aspect-là. Oui. Alors donc, on parle un des plus vieux sites industriels dans le Canada moderne.
Alors, quand M. McMaster voulait construire une usine d'explosifs, parce qu'on avait besoin d'explosifs au Canada, on construisait le CP Rail dans les Rocheuses. Il fallait faire des tunnels dans du granit. Donc, on avait besoin des explosifs au début du siècle. Et avec la Deuxième Guerre mondiale, on avait besoin beaucoup d'explosifs parce que le Canada était quand même un important fournisseur d'explosifs aux Alliés. Alors donc, historiquement, le site de McMasterville, qui a été installé par M. McMasterville, puis après c'était la CIL, Ouais. Canadian Industries Limited, était l'endroit où chaque bâton de dynamite produit au Canada pendant une grande période venait de McMasterville. C'était le Explosive Central. Alors, quand on regarde les vieilles cartes, là, on parle des cartes qui datent de 100 ans. C'est marqué Explosive Factory. OK? C'était tellement, il en fabriquait tellement, et la raison pour qu'on a mis ça sur le Richelieu, c'est que c'était trop dangereux pour transporter ces explosifs par train ou par camion. Il fallait transporter ça par barge sur le Richelieu pour arriver à Sorel-Tracy, mettre ça sur des bateaux pour exporter d'une part et d'autre dans les Grands Lacs ou même vers l'Europe pendant les efforts de guerre. Alors donc, avec le temps, c'était pas seulement du TNT, c'était du plastique, c'était de la nitroglycérine, c'était des munitions, c'était des poudres propulsives, c'était tout ce qui fait boom dans notre société, particulièrement au niveau des engins explosifs comme instrument de guerre. Alors, c'était quand même un endroit très dangereux. Il y a eu des explosions, des déflagrations. Beaucoup de jeunes Québécois sont morts au SIC McMasterville suite à des explosions. Il y a même des rumeurs qui circulent que pendant l'effort de guerre, quand il y avait des accidents, ben on faisait pas une enquête du coroner. Comme on était obligé de faire une production militaire. Nos alliés avaient besoin des obus, des explosifs. Nos bombes devaient être chargées d'explosifs. Alors donc, on a tourné les coins ronds au SIC McMasterville. Alors oui, c'est contaminé, mais les contaminants par la production d'explosifs a été peut-être mal faite. Autrement dit, quand il y a une batch qui fonctionnait pas, on enfouissait ça. Il y a beaucoup de pierres tombales explosives dans le terrain de McMasterville, à un point tel que c'était un immense terrain condamné. Quand la CIL voulait quitter, ça a repris par la compagnie Asco-Nobel, c'était tellement contaminé dans le site qu'ils ont décidé de laisser des contaminants dans le site après le nettoyage. Alors, ce que la compagnie a dit, puis ça, on parle des années 80, il y a des années 2000. Écoutez, c'est trop contaminé, il faut laisser ça là. On va entourer ça de grillage, on va entourer ça littéralement de dames souterraines pour pas que ça coule. On va mettre des méthodes, on appelle ça des mesures de confinement, mais on laisse ça là. Par contre, ça veut dire n'y touchez pas. Ah ouais, hein? Mais là, à partir du moment où, parce que moi, ce que j'avais compris dans l'échange avec Jacinthe Villeneuve, c'est que, bon, les milieux humides qui étaient là, puis les arbres, ils servaient aussi à quelque part à encapsuler tous ces contaminants-là. C'est ça. Donc, ne les touchez pas et laissez la nature essayer de nous rendre service, encore une fois, pour les niaiseries qu'on a faites. Puis, mais là, ils ont coupé quoi, 8000 arbres? Ils ont brassé les sols. C'est ça, ils ont décapé. Ils ont coupé des arbres sur un site toxique. Quand c'était clair, l'autorisation ministérielle pour que CIL, le pollueur, quitte, c'est confiné, ne touchez pas à ça. Et là, le gouvernement du Québec a permis à Northvolt d'y toucher, de brasser les sols, de permettre l'eau de rentrer dans les sols parce qu'il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus d'herbes pour capter les eaux. Et ça, puis cet été, on voyait des images
magnifiques de drones pris par les médias. On voyait le site saturé d'eau après les grosses pluies au mois de juin, au mois d'août. C'était évident qu'un site contaminé, décapé, laissé aux éléments, allait laisser partir sa contamination. Moi, je ne serais pas en train de vous parler maintenant si on n'avait pas touché au site de la CIL. Ouais. Le gouvernement du Québec, avec la connivence du fédéral, a permis à une multinationale suédoise de rentrer dans le site sans aucune surveillance, ni d'Environnement Canada, ni d'Environnement Québec, de décaper un terrain contaminé. Alors, ce que j'ai proposé aux citoyens était bien simple. Voyons si les travaux de Northvolt allaient permettre à ces contaminants confinés de bouger et contaminer la rivière Richelieu. C'est ça ce qu'on a fait au mois de septembre. On a prouvé que les contaminants confinés dans le site CIL ont bougé pour contaminer la rivière Richelieu. Pour être bien clair, là, moi, je me mets dans les souliers de quelqu'un qui vit dans ce coin-là, qui doit commencer à être inquiet. Avant, est-ce qu'on est sûr que de la façon dont c'était encapsulé, qu'il n'y avait pas vraiment de rejet de contaminants dans la rivière Richelieu? Et puis là, tantôt, là, je vais vous poser des questions par rapport à tout votre échantillonnage puis les résultats puis tout ça, pour être plus précis. Mais est-ce que c'est vraiment prouvé qu'avant, ça bougeait pas vraiment? Puis là, à cause de l'eau de ruissellement, à cause du fait qu'ils ont enlevé les milieux humides, à cause du fait qu'ils ont enlevé les arbres, on a vraiment une contamination de la rivière Richelieu à cause des contaminants de CIL puis tout ça qui sont enfouis là depuis très longtemps? La réponse est oui, parce qu'on a comparé. OK. Le gouvernement du Québec, qui a donné le terrain à Northvolt, n'a pas donné tout le terrain contaminé de la CIL. Il y avait une section qui n'était pas contaminée, qui était contaminée puis qui n'était pas touchée. Alors, on a accompagné les deux sections, puis on a échantillonné un ruisseau qui passe dans la section contaminée, mais non touchée par les travaux de Northvolt, et on a trouvé moins de contamination là que dans la zone où Northvolt a fait des travaux. On a même utilisé la veille satellitaire pour vraiment s'assurer qu'on a échantillonné la zone défrichée et on a échantillonné la zone qui n'était pas touchée. Et nos données, les chiffres sont têtus, montrent que c'est dans la zone défrichée qu'il y a eu de la contamination et dans la zone contaminée où il n'y a eu rien il y a encore confinement. Je ne vais pas dire que le confinement va durer jusqu'à 2075. OK? OK. Et donc, la compagnie CIL, AscoNobel, est obligée de soumettre au ministère de l'Environnement des échantillonnages annuels. Jusqu'à présent, touchons du bois, c'est confiné. Si on n'y touche pas, l'erreur qu'a fait le gouvernement du Québec, Northvolt et le fédéral, c'est de permettre à Northvolt d'aller jouer dans un terrain contaminé. Si on se rapporte à 2010, 2011, 2012, là c'était AkzoNobel qui possédait ce terrain-là. Oui. Et moi, j'ai vu là qu'il y avait eu des démarches qui avaient été faites par cette compagnie-là pour décontaminer, faire une première décontamination du site pour être capable de le soumettre à une activité industrielle. Puis là, le ministère de l'Environnement arrivait avec des contaminants qui c'était avéré, qui étaient déjà dans le sol, là, des affaires comme du cadmium, du chrome total, des composés phénoliques, du zinc, des hydrocarbures pétroliers C10, C50, du plomb, trinitro 2,4,6, toluen. Ça, c'est le TNT. Le ministère de l'Environnement confirmait dans ce rapport-là que les quantités de ces contaminants-là étaient trop élevées pour l'eau de surface, pour l'eau d'égout, puis pour l'eau de consommation. Puis on parlait de... Mais plus que ça, c'est tellement contaminé, dans la zone fortement contaminée, que même une activité industrielle ne serait pas permise. Puis là, on parlait d'une superficie de 23 000 mètres carrés.
Là, il semblerait qu'ils ont ramassé jusqu'à 1 mètre de cette terre contaminée-là, puis qu'ils ont déplacé dans un autre secteur du site. Exact. Ça a-tu amélioré la situation, cette affaire-là? C'était-tu bien fait ou c'était... Éclairez-nous donc là-dessus, là, sur ce qui était fait. Alors donc, moi j'ai lu des milliers de pages soumises par AstroNobel, parce que la façon que ça fonctionne au Québec, quand une compagnie quitte, OK, elle doit faire une caractérisation. La caractérisation nous dit où sont les contaminants. Dépendant de l'usage du terrain, la compagnie doit en enlever. Des fois, c'est tellement contaminé que la compagnie dit, écoutez, mon terrain industriel, là, je vais en enlever puis je vais mettre ça dans un endroit de mon terrain. Ce terrain-là peut jamais être développé, à tout jamais. Autrement dit, c'est une zone de sacrifice nationale, là. Les contaminants là sont tellement élevés qu'on peut même pas y construire une nouvelle usine explosive. C'est tellement contaminé. Faut pas y toucher. Et c'était ça le deal avec le gouvernement du Québec. Il y a un document légal qui est une ordonnance de conformité du gouvernement du Québec qui a été émis à AstroNobel. On accepte qu'il va y avoir des terrains confinés à tout jamais sur le terrain. Vous pouvez partir. Ça, c'est peut-être une autre erreur que le gouvernement du Québec avait fait. S'il y avait quelqu'un qui pensait que ce terrain aurait pu être développé un jour, notre ministère de l'Environnement aurait dû exiger une décontamination totale du site. Vu que ça n'a pas été fait, vu qu'il y avait un passif contaminé qui n'a jamais été enlevé, et vous avez raison, on a pris des contaminants du site et on les a mis dans... On les a déplacés. Oui, mais c'est beaucoup, là, je pense, c'est quoi? C'est 50 000 tonnes là, que je lisais dans le devoir là, de ces sols. Minimalement. Minimalement. Okay. Parce que après qu'on a fait de la décontamination, un consultant indépendant est retourné sur le site. Il est allé voir les zones où ils ont décontaminé. Puis ils ont encore trouvé de la contamination résiduelle. Écoutez, parce que la nappe phréatique à cet endroit-là, les eaux souterraines, ça doit être complètement contaminé. Est-ce que c'est possible, de toute façon, de décontaminer un site comme ça? C'est une bonne question. C'est difficile. Il est possible qu'on ne puisse pas décontaminer, mais on peut au moins confiner. Autrement comme dit... c'était avant. Non. Non, on peut faire mieux. On confine. Autrement dit, c'est contaminé, mais on pompe, on bloque. OK. Et au moins les contaminants de ce terrain-là vont pas contaminer le voisin ou la rivière. OK? Parce que les 50 000 tonnes qu'on a déplacées, là, j'imagine qu'ils deviennent, les contaminants qui sont là, ils deviennent plus, c'est plus accessible, ils peuvent plus facilement circuler à partir de ce moment-là où on les a brassés. Puis en plus, je lisais que Norvolt avait peut-être dans ses projets ultimement de même empiéter sur les terrains où ces contaminants-là sont situés, puis qui ferait quelque chose pour régler ça, là. Ah oui, absolument. On s'entend, là. Norvolt empiète sur des terrains contaminés. Si c'était propre, j'aurais pas trouvé des concentrations comme je les ai trouvées. Ouais. Les HAP, le cadmium, les huiles et graisses, l'arsenic, c'est pas de la génération spontanée, là. Alors donc, il y a eu des placements au corps défendant de Norvolt. Moi, je pense sincèrement que Norvolt ont tenté de colmater les fuites, mais quand il y a 100 mm de pluie qui tombe au mois de août, on appelle ça une rivière atmosphérique là, qui tombe là. On a pété des scores de précipitations dans 3 jours, au mois d'août dernier. Il n'y a pas un ingénieur dans le monde qui peut contrôler autant d'eau sur une surface décapée. L'eau va aller où l'eau veut aller. Et on croit que c'est à ce moment-là, puis on l'a déterminé, parce que on a échantillé des sédiments, OK, d'écoulement de l'autre bord de la barrière, dans les fossés et dans les écoulements du site, et c'est là où on a trouvé les contaminants. Donc, on pense que ce qu'on a trouvé de contamination, ça vient de ces épisodes massifs de pluie, juin-août 2024, qui ont mobilisé les contaminants qui étaient sur un terrain décapé.
On dit toujours que les milieux humides, hein, ça sert à ça, faire face aux coups d'eau. Ben là, on les a enlevés puis on se retrouve avec ces problèmes-là. Exact. Mais là, étant donné que là, vous m'arrivez avec ces informations-là, avec ces données-là que vous avez vérifiées, là, j'aimerais ça que vous me racontiez ce que vous avez fait exactement là, avec les citoyens, avec le comité d'action citoyenne sur le terrain là, pour aller faire des échantillons pour vérifier ce qui ruisselait finalement. C'est ça. Alors donc, j'ai commencé à regarder le site. J'ai cartographié toutes les études depuis 2000, 2020, 2019, toutes les caractérisations. J'ai mis ça sur une carte. Après, j'ai fait ce qu'on fait usuellement. Je me suis posé la question, une goutte d'eau là va aller prendre tel chemin. Alors, on a des outils maintenant qui s'appelle on appelle ça du LIDAR, donc c'est essentiellement du radar terrestre avec infrarouge. On est capable de voir les micro-élévations. Alors, avec une carte de micro-élévation, on peut savoir où va aller l'eau, où va s'écouler l'eau, lors, par exemple, d'une grande bordée d'eau. Alors, j'ai identifié ça, donc je savais où l'eau allait s'écouler. Okay. Et donc, j'ai identifié les points à l'extérieur de la barrière de Northvolt. J'ai pas échantillonné le terrain de Northvolt. Je dis souvent à mes gens, un pollueur a le droit de polluer son terrain. OK? Un pollueur devient pas correct quand il pollue le terrain de quelqu'un d'autre. Ou une rivière qui nous appartient tous. OK? Alors, c'était important d'échantillonner. Et on a comparé nos données de sédiments aux ruisseaux propres d'une part et d'autre de Northvolt. Donc, on avait des points, ce qu'on appelle en jargon des points de contrôle, donc des points propres. Et on a comparé ça aux points contaminés. Et on a aussi comparé le terrain de Northvolt par rapport au terrain de la CIL, à ce que Nobel qui reste, et par rapport au terrain de Northvolt qui n'ont pas été touchés par les travaux. Et tout concorde. Les zones contrôle pas polluées, les zones non touchées par Northvolt pas polluées, la zone contaminée à ce que Nobel mais pas touchée, pas de contamination qui s'écoule, les seuls endroits où on a détecté de la pollution, c'est dans la zone d'écoulement des travaux de Northvolt. Puis là, vous avez certainement vu passer la réaction de Northvolt à vos travaux d'échantillonnage. Oui. Eux, ils se sont défendus en disant que vous aviez, comme vous l'avez précisé, vous aviez échantillonné à côté, puis que dans le fond, ce que vous aviez prélevé, c'était des contaminants agricoles puis qui venaient de la route 116 ou je sais pas trop quoi qu'il y a là. Est-ce que présentez-nous donc là, les polluants que vous avez trouvés là, dans vos échantillons, puis ça peut-tu être le fermier qui a mis ça là ou c'est impossible? Non, impossible. L'arsenic qu'on a échantillonné, les c'est pas hier pour faire pousser des patates, ça là, de l'arsenic. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est pas seulement les contaminants. Hein. Okay. C'est aussi les concentrations qu'on a trouvées. Alors, et puis, on a échantillonné les terrains agricoles. OK. Nos contrôles un des contrôles était dans un terrain agricole d'un agriculteur voisin. On lui a demandé la permission d'échantillonner son fossé parce que, justement, on voulait comparer un terrain littéralement à 300 mètres du terrain de Northvolt. Alors, on a fait notre travail. On a fait ce que j'appelle une bonne science, une bonne enquête. Alors, on a comparé arsenic, terrain agricole, HAP, terrain agricole, métaux lourds, terrain agricole, et on a trouvé rien dans les terrains contrôle. Et quand on est devant Northvolt, c'est là où on pète des scores. Alors, il faut être un peu malhonnête intellectuellement. Écoutez, je comprends que Northvolt n'est pas content. OK? Si j'étais Northvolt, je ne serais pas content qu'on m'accuse de polluer l'environnement. OK? Et je vais aller même plus loin que ça. Le pollueur, ici, là, OK, le propriétaire de la pollution, c'est pas Northvolt. C'est CIL à ce que Nobel. Ben, OK? Oui. Et le jour que Northvolt me dit, Daniel, on est pas mal écœuré, il dit, vous avez absolument raison. Moi, si j'étais Northvolt, j'enverrais une mise en demeure à ce que Nobel ici à CIL pour leur dire, venez vous ramasser, là.
vous nous causez un préjudice parce que vous vous êtes pas ramassé. Là, Nordvolt va dire, là, à ce que Nobel et Ciel vont dire, écoutez, le gouvernement du Québec nous a permis de partir. Par contre, bon, les faits sont ça, têtus. les premiers travaux, les travaux qu'on parlait de décontamination, puis tout ça, là, ça faisait partie de la démarche pour laisser aller ce terrain-là, puis s'en laver les mains, puis j'ai la paix. Exactement. Par contre, okay. On est dans un état de droit. La Cour suprême s'est déjà prononcée, entre autres, dans un dossier au Québec, où une grande pétrolière, Esso Impérial, avait contaminé un terrain, puis là, ils sont partis. Et ils ont vendu leur terrain à un développeur de condos. La compagnie a dit, c'est encore contaminé, là. Donc, c'est pas de vis caché. Je vous dis que vous achetez un terrain contaminé. Alors, le développeur condo n'a pas décontaminé le terrain, a construit des condos, a vendu des terrains à côté, et le nouvel acheteur qui voulait développer, domiciliaire, sa banque prêteuse a dit, mais tu dois caractériser puis à trouver de la pollution. Alors, les propriétaires de condos à côté de ça ont poursuivi le ministère de l'Environnement et poursuivi le développeur. Le ministère de l'Environnement s'est tourné contre Esso Impérial et a poursuivi Esso Impérial pour avoir laissé de la pollution. Ça a monté jusqu'à la Cour suprême du Canada. Et qu'est-ce que la Cour a dit? Écoutez, le terrain ne vous appartient plus, Esso Impérial. Par contre, les polluants, oui. Ah ouais. Le gouvernement du Québec, si le gouvernement du Québec voulait régler la contamination du terrain de notre vote, pourrait envoyer une ordonnance à CIL à Nobel, lui disant, écoutez, les conditions ont changé, on annule l'autorisation et on vous demande de revenir vous ramasser. On veut faire une usine, même si Nordvolt, demain matin, annonce qu'elle quitte, le terrain est encore là, il est décapé. Ah ouais. Et moi, ce que je proposerai au gouvernement du Québec, c'est de recontacter Nobel et CIL, utilisant cet arrêt de la Cour suprême, et dire, écoutez, oui, vous avez vendu le terrain, il vous appartient plus, par contre, vos contaminants vous appartiennent encore, venez finir la job, décontaminer, parce que le site va continuer à s'écouler vers la rivière. Alors, on est encore dans une situation où on a une masse de contaminants située à 500 mètres d'une grande rivière québécoise qui s'écoule dans le fleuve Saint-Laurent, qui risque de polluer encore parce qu'on a laissé le pollueur s'enfouir sans décontaminer. Puis là, je voudrais comprendre. Là ce qui coule là, à partir l'endroit où vous avez vu là que c'est la pollution qui vient du site Norval qui coule dans la rivière Richelieu. Oui. Est-ce que c'est super toxique? Est-ce que c'est un petit peu toxique? On parle de quoi exactement? C'est-tu quelque chose qui pourrait vraiment endommager sérieusement la rivière Richelieu, qui est pas la rivière, c'est déjà une rivière qui est assez fragile parce qu'il y a beaucoup de problèmes environnementaux avec cette rivière-là. Il y a des prises d'eau potable en plus. Moi, c'est ça qui me fait halluciner dans cette affaire-là. Mais en tout cas, c'est quoi exactement les contaminants? C'est ça. Alors donc, les contaminants qu'on a analysés, regardons les HAP, qui est une famille, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Alors, c'est une famille de produits qui sont pas comme tels naturels. Les concentrations mesurées dans les sédiments proches de la rivière Richelieu dépassent de 8, 7, 6, 2, 3 fois les critères, OK? Donc, on a... Donc, c'est beaucoup, là. Oui, c'est beaucoup. Et ces HAP-là, on le sait, certains sont cancérigènes et certains sont cancérigènes pour les poissons. Et ça, c'est des concentrations qu'on a trouvées dans les sédiments. OK? Et les sédiments d'une rivière comme la rivière Richelieu, c'est le lieu de fraye. C'est là où les chevaliers pondent leurs œufs. Moi, j'ai intervenu lors de la tragédie à Mégantic. À Mégantic. Ouais. Les huiles qui ont été déversées contenaient beaucoup de HAP. Et puis, un chercheur de l'Université Laval a pris les sédiments de la rivière Richelieu, les a portés au laboratoire, a mis des œufs de poisson dans ces sédiments-là, ensemencés, les a laissés éclore, et toutes les truites
qui sont nés dans ces sédiments-là avaient des scolioses. Donc, les HAP difforment les poissons quand ils sont dans leurs œufs. Donc, les alevins, alors on appelle ça en jargon écotoxicologique des effets tératogènes, donc un polluant dont le fœtus, dont l'embryon est exposé au niveau de son développement à des déformations à la naissance. Alors donc, alors c'est quand même sérieux. On ne veut pas, et vous avez dit que la rivière Richelieu a déjà été hypothéquée. En d'autres termes, la cour est déjà pleine. On ne devrait pas en rajouter. Ouais. Et d'autant plus que dans la zone où est situé Northvolt, on est dans la zone de l'habitat essentiel du chevalier cuivré. Donc, il y a une atteinte toxique à un habitat critique d'une espèce unique au monde. On trouve le chevalier cuivré uniquement au Québec. OK? Et c'est une espèce en péril en vertu des 2 lois, fédérales et provinciales. Alors donc, il y a quand même une urgence d'arrêter que les contaminants du site CIL continuent de s'écouler dans le Richelieu. Et une intervention est nécessaire depuis qu'on a laissé Northvolt décaper le terrain contaminé. Mais Northvolt se défend en disant qu'ils ont pris des mesures, eux autres, là, pour empêcher que la rivière Richelieu soit empoisonnée par les contaminants qui se trouvent dans leur site. Là. Ils parlent de bassins de décantation, puis là, ils renverraient l'eau une fois qu'elle est devenue correcte. Je ne sais pas comment elle devient correcte, mais qu'ils l'enverraient dans le petit ruisseau. Puis ça, c'est assez pour éviter que le chevalier cuivré subisse les contre-coups de la construction de cette usine-là. C'est vrai, ça, ou c'est pas vrai? Absolument. Alors donc, un bassin de décantation est un moyen de confiner les contaminants. Par contre, quand le bassin de décantation déborde lors d'une grande pluie ou quand des trajets d'eau ne sont pas captés par le bassin de décantation, c'est là où il y a pollution. OK? De plus, Northvolt nous a donné les concentrations dans l'eau. OK, nous, on a échantillonné les concentrons dans les sédiments. Un bassin de décantation, c'est ça ce qu'il fait. Un bassin de décantation permet aux particules contaminées d'aller au fond pour se concentrer dans les sédiments. J'aimerais bien voir les concentrations des sédiments de fond dans ces bassins-là. Ah ouais, hein? Ouais, parce que si ces bassins débordent, ou si Northvolt quitte et laisse ces bassins remplis de contaminants débordés, on risque d'avoir un autre épisode de pollution. Alors, c'est une invitation à Northvolt de m'envoyer ou, alternativement, s'ils ne veulent pas se salir les mains, je serais prêt à me déplacer et échantillonner moi-même le bassin de décantation de Northvolt pour voir qu'est-ce que contient ce bassin de décantation. Parce que si jamais Northvolt quitte, une partie des contaminants qui sont écoulés du site sont dans ce bassin-là. Et donc, ce bassin-là est devenu un bassin toxique. Il faut le confiner. Il faut éviter que ce bassin déborde. C'est une petite bombe, là. Oui. Autrement dit, merci Northvolt d'avoir capté un peu vos polluants, mais qu'est-ce que vous faites avec ce que vous avez capté? Vous avez une responsabilité de vider ce bassin-là et de confiner les polluants dans ce bassin-là avant qu'il déborde. Des contaminants comme ceux dont on parle là, et qui sont présents sur le site de Northvolt, quand on tire ça dans la rivière Richelieu, ça dure combien de temps, ça, dans l'environnement? Ça dure-tu des décennies, des années, des mois? Moi, je vous ai lu que vous disiez que ça pouvait même descendre puis aller affecter le beluga. Là. Moi, j'étais là, tabarouette, c'est vraiment terrible. Oui. Les HAP sont très résistants. Hein. Certains HAP peuvent durer des décennies à cause de leur structure chimique. Faut pas oublier que c'est des substances toxiques. Et quand il y a une substance très toxique, ben les bactéries meurent avant de pouvoir les dégrader. Hein. Ça, c'est en ce qui concerne les HAP. Concernant l'arsenic, ben c'est un élément, il va jamais se dégrader. C'est un élément du tableau périodique des éléments. Il va jamais se dégrader. Donc, oui, effectivement,
ces contaminants vont tranquillement descendre le Richelieu avec les glaces. Il ne faut pas oublier que le Richelieu étant glacé et lors de la débâcle, les blocs de glace vont scarifier le fond de la rivière et c'est un phénomène bien connu du mouvement des contaminants. Alors, quand on a une zone sédimentaire contaminée dans une rivière, où il y a des embarques, beaucoup de glace, comme la Richelieu, ces contaminants ne restent pas là. Ils sont transportés vers l'aval par l'effet littéralement du décapage fait par les glaces lors de la fonte. Dans les opérations que Norvolt mènerait pour construire ces batteries, on parle d'un pompage d'à peu près 25 millions de litres de la rivière Richelieu je pense au quotidien ou hebdomadaire. Là, corrigez-moi si je suis dans le champ. C'est aussi par jour, hein, je pense. Mais ça va dépendre de la grosseur de l'usine et de l'unité. Ils vont pomper beaucoup d'eau. Ouais. On parle de risque avec la température de l'eau qui va être remise dans la rivière. Hein, on sait que les poissons n'aiment pas trop les chocs thermiques. On s'entend, là. Ça, c'est si l'eau est remise dans la rivière. C'est ça, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que ils voulaient quand même, c'était beaucoup de pompage, beaucoup de rejets d'eau dans la rivière Richelieu. Pour vous, là, du pompage comme ça, les sédiments qui sont en avant risquent d'être déjà contaminés puis d'être encore plus contaminés. Est-ce que ce pompage-là, c'est du brassage puis qui pourrait contribuer à encore plus polluer ou il n'y a pas vraiment de risque associé à ça? Ça dépend où est située la buse d'entrée de pompage, là. Normalement, une compagnie qui pompe l'eau d'une rivière veut pas les sédiments, veut de l'eau claire. Ok, alors probablement Norvolt, si elle pompe l'eau de la rivière. Ok, moi ce que j'ai compris, puis évidemment certains ont dit que ce qu'on veut de cette usine moderne, si jamais elle est construite, on est capable aujourd'hui de faire des procédés industriels sans rejet dans des eaux de surface. Autrement dit, on gère les eaux de surface, on capte les eaux de pluie et on rejette rien. OK. Si jamais l'usine Norvolt se construit, je vais être un des premiers à leur dire, écoutez, les gars, les filles, le défi que moi je vous envoie, c'est de construire la première usine québécoise où il n'y a aucun rejet. On est en 2025, on devrait être capable de construire une usine high-tech de batterie sans qu'il y ait aucun rejet. C'est le défi que je lance à Norvolt. Je vous aime beaucoup, M. Green, puis j'aime beaucoup toute la démarche que vous avez faite dans ce dossier-là. Mais moi, il y a quelque chose qui me titille. Comment ça se fait que c'est vous, avec des citoyens, parce que Norvolt s'est défendu en vous accusant finalement de ne pas avoir utilisé les méthodes d'échantillonnage les plus comment dire, perfectionnées parce que vous étiez avec des citoyens. Comment ça se fait que c'est vous qui avez dû faire ça, puis que c'est pas le ministère de l'Environnement qui surveille tout ça? Moi, je sais que les milieux humides ont été détruits. Il y avait rien qu'un biologiste engagé par la compagnie qui surveillait dans la nuit s'il y avait une chouette dans l'arbre qui coupait. Comment ça se fait que le ministère de l'Environnement, dans un dossier aussi délicat que celui-là, n'a pas investi beaucoup d'efforts et d'énergie pour contrôler tout ce qui se passe au jour le jour, puis que ça soit finalement des citoyens qui nous donnent les réponses à nos questions sur les risques de contamination de la rivière Richelieu? Alors, la réponse à ça, faut pas oublier qu'en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, le fondé de pouvoir et tout la base de cette loi-là, de protéger les êtres humains contre la pollution. Et donc, quand le ministère découvre un cas de pollution, il doit agir. Si le ministère découvre un cas de pollution et n'agit pas, ben ça paraît mal. Ben ouais. Alors, comment est-ce que le ministère, dans sa petite logique, peut agir? Alors donc, ils se disent, par contre, si j'échantillonne pas, et si je découvre pas de pollution, ben là, je peux rester chez moi, j'ai pas besoin d'agir. Alors donc, les Américains ont un terme avec ça, defendable deniability. Alors donc, essentiellement, ne pas échantillonner est un moyen pour moi pour ne rien faire. Si j'échantillonne
Et si je découvre qu'il y a de la pollution, puis si le fatigant de Green fait une demande d'accès à l'information et découvre que j'ai échantillonné et découvre que j'ai découvert de la pollution et que je n'ai pas agi, il y a des ministres et des fonctionnaires qui risquent de perdre leur job parce que c'est leur mandat légal de nous protéger. Si un ministre ne nous protège pas en fonction du mandat de son ministère, ben c'est comme, il fait pas sa job. Alors donc, on a vu, je vois dans beaucoup de dossiers, j'étais en train d'échantillonner un site et un inspecteur du ministère de l'Environnement s'est pointé. Il dit, veux-tu échantillonner avec moi? Ah, j'ai pas de bouteille. Je vais te passer des bouteilles. Ah, j'ai pas de perche d'échantillonnage. Je vais te passer ma perche. Et puis, ils ont refusé d'échantillonner. On a un ministère de l'Environnement, j'utilise comme les trois petits singes. Ne pas voir la pollution, ne pas en parler et surtout ne pas entendre parler de pollution. Alors, on a un ministère de l'Environnement en déni. Des fois, j'utilise ce terme-là, puis je me fais pas d'amis au ministère de l'Environnement quand je dis qu'on va jamais décontaminer le Québec si on décontamine pas notre ministère de l'Environnement. OK? Notre ministère de l'Environnement, on l'a vu dans le cas de la fonderie Horn, on le voit dans le cas des minières. On l'a même vu dans le cas de la rivière Chaudière. C'était moi qui échantillonnais la rivière Chaudière quand il y avait de la pollution partout. C'était moi et le pollueur. OK? Le ministère n'était pas là. Le ministère est venu des semaines après. OK? Alors, on n'a pas la surveillance environnementale qu'on mérite au Québec, malheureusement. Et malheureusement, même quand le ministère échantillonne et trouve de la pollution, des fois, il ne fait rien avec. On l'a vu dans le cas du terrain toxique à Kanesatake. Bon, j'utilise l'argument que c'est territoire Première Nation et donc c'est au fédéral d'intervenir. Mais on a vu dans des cas de pollution flagrante, le ministère éviter d'échantillonner pour éviter d'agir. Et je pense que c'est le cas avec Norfolk. Le ministère était l'entité politique au Québec qui était le plus au courant de la contamination du site de Norfolk. Je pourrais même dire que quand Fitzgibbon et Legault cherchaient un terrain pour Norfolk, ils ont dit « Où? Quoi? » Il dit « Ben, terrain de la CIL, personne ne le veut. Ben, trop contaminé. On va l'avoir pour une bouchée de pain. » C'est pas tout à fait ça ce qui est arrivé. Alors, c'était très cher parce qu'ils l'ont acheté de M. Poirier. N'empêche, la situation fait que peu importe la compagnie qui s'installe sur les terrains de la CIL, que ce soit Norfolk ou un autre cellulier de batterie, peu importe où la compagnie, il faut faire une décontamination complète de ce site-là avant de le développer de façon industrielle. C'est la seule avenue possible. Et si le gouvernement du Québec ne veut pas payer pour, il y a un deep pocket, ça s'appelle CIL Asconobel, et le gouvernement du Québec devrait demander aux pollueurs de revenir et finir la job. Parce que c'est très grave là, ce que vous dites. Là. Je veux dire, le terrain là, qui a été récupéré de Luc Poirier, c'est quand même, c'est les Québécois qui ont payé pour. Là, je veux dire, 240 millions. Le gouvernement du Québec est profondément impliqué dans ce dossier-là. Au début de la conversation, on l'a clairement dit qu'il y avait eu des rapports depuis des décennies qui ont été remis au ministère de l'Environnement et il savait pertinemment que ce site-là était profondément contaminé et que les travaux qui seraient menés là, ça pouvait pas faire autrement que de poser un risque. Moi, je suis photographe animalier, j'aime les animaux, mais aussi pour la santé publique. Il y a 3 prises d'eau potable dans ce secteur-là. Il y a beaucoup de personnes
qui s'abreuvent à même la rivière Richelieu. Et ces gens-là, mais sont d'une irresponsabilité totale parce qu'en échantillonnant même pas, vous me dites, OK, ils peuvent pas se faire reprocher ce qu'ils ne savaient pas, mais ils le savaient. C'est juste comme votre histoire du petit singe, c'est parfait. Mais je veux dire, s'il arrive des problèmes, parce que les usines de traitement des eaux là, dans ce coin-là pour l'eau potable, est-ce que c'est capable de filtrer vos produits qui ont l'air terribles? Ça peut se retrouver dans l'eau potable, ça? La réponse à ça, c'est ceci. Vu qu'on a trouvé les contaminants dans les sédiments, ça veut dire que c'est les particules qui sont contaminées. Alors donc, un contaminant sur le site se colle aux particules. Ces métaux-là sont pas des électrons libres, ils sont collés aux particules de terre, de glaise, d'argile. Et c'est là qui permet leur mouvement. OK? On retrouve beaucoup plus. Si je prenais un échantillon d'eau et je le filtrais, OK? C'est dans mon filtre que je vais trouver la contamination. Mon eau peut être très propre. Okay. Alors, une chance que nos usines de filtration filtrent. Alors, à moins qu'on découvre un contaminant très soluble dans l'eau, ce que je n'ai pas vraiment trouvé, OK, je doute qu'une prise d'eau potable risque d'être affectée par les écoulements actuels du site de Northvolt. Bon, advenant qu'il y a une poche de contaminants solubles dans l'eau qui déferle dans la rivière Richelieu, là, il y a un risque. Il y a certains contaminants sur le site, sur le terrain de la CIL et d'Asco Nobel qui sont solubles dans l'eau. OK? Pour des raisons, encore une fois, parce que c'est un échantillonnage citoyen, il fallait que je me concentre sur certaines substances. J'ai pas tout analysé. OK? Par exemple, il faut pas oublier que c'était quand même une usine d'explosifs. Quand il y a une usine d'explosifs, il y a un service d'incendie. On n'éteint pas un feu d'incendie avec de l'eau. Il faut utiliser des produits chimiques spéciaux. Ces produits chimiques font partie des produits qu'on appelle les PFAS. OK? Ces PFAS sont des produits très persistants. On les utilise justement parce qu'ils ne peuvent pas brûler dans un feu. Mais ils sont très toxiques aussi. Si j'avais eu plus de sous, j'aurais analysé les écoulements pour les PFAS, on appelle ça des produits émergents. Ça m'étonnerait beaucoup qu'un site de production d'explosifs ne soit pas contaminé avec les PFAS. Si demain matin un mécène me donne 20 000 $, je vous garantis que mon prochain échantillonnage que je fais au site de Northvolt va être pour les substances comme les PFAS qui sont solubles dans l'eau. Alors donc, parce qu'on les retrouve dans l'eau potable. Alors, donc là, oui, il y aura un risque. Pour garantir que les populations en aval du site de Northvolt ne soient pas contaminées, il faudrait que le ministère de l'Environnement offre à ces municipalités-là plus d'argent pour faire un suivi chimique plus poussé. OK? Une des grandes plaintes des municipalités, c'est on nous force de dépenser l'argent des contribuables pour analyser notre prise d'eau potable. Ça coûte de plus en plus cher parce qu'il y a de plus en plus de contaminants. Par contre, c'est pas nous le pollueur. Alors, on doit payer pour des analyses chères pour se protéger contre les pollueurs en amont. Alors, et je suis un peu d'accord avec eux. Alors donc, oui, ce serait bon d'établir une veille sanitaire d'eau potable dans les prises d'eau en aval de Northvolt pour surveiller si jamais ces polluants, tout d'un coup, se retrouvent dans la nappe d'eau libre dans la rivière Richelieu. Fait que finalement, ce dossier-là, il va finir par nous coûter cher. Il va falloir surveiller notre eau potable. On a acheté le terrain, on a donné des subventions à Northvolt. Puis là, vous me dites que la solution,
ça serait une décontamination préalable de ce site-là. Soit, on va chercher soit l'argent du côté du propriétaire précédent, son nom, là, comment il s'appelle, dont je me l'oublie tout le temps. Là, ça m'étonnerait beaucoup. Encore Akzo Nobel. Ouais. Ouais, Akzo Nobel, oui, c'est ça. Ou alors, c'est nous. Parce que ça peut coûter combien, ça, décontaminer un site comme ça, là, à l'heure actuelle, là? Bonne question, ça, hein? Ça doit coûter une beurrée, ça. Oui. Alors, s'il faut, par exemple, établir ce qu'on appelle en français du pump and treat, vous parlez de la nappe phréatique, je sais que la nappe phréatique est contaminée. La nappe phréatique est contaminée, j'ai vu les rapports des puits d'observation sur le terrain. Alors, la nappe phréatique sous Northvolt est contaminée. Bon. Pour décontaminer une nappe phréatique, c'est très difficile. Parce que c'est le fond terrain. Là, on va pas excaver le terrain. Bon, alors donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle une barrière hydrogéologique. On fait une dame souterraine pour pas que l'eau contaminée souterraine se rende dans la rivière. Mais par contre, on peut pas simplement faire la dame parce que ça va déborder. Alors, il faut pomper l'eau, envoyer cette eau-là pompée souterraine contaminée à une usine sophistiquée de traitement. Et quand je parle d'une usine sophistiquée de traitement, là on parle qui va aller même au-delà de ce que fait les usines de filtration d'eau potable. Alors, on parle de colonnes, de polymères, où on passe l'eau et les contaminants vont s'absorber sur des polymères spéciaux. Ça coûte une fortune. On l'a vécu à Ville-Mercier avec une contamination. Un autre site à l'aéroport d'Ottawa, qui était anciennement un dépôt des laboratoires fédéraux, on fait du pump and treat. Alors, donc, usine de pompage, usine de traitement chimique, ça coûte une fortune. Simplement, l'opération annuelle d'une usine comme ça peut coûter, dépendant de la grandeur, 20 à 50 millions par an d'opération. OK? On parle pour traiter, pour confiner, il faudrait débloquer un 150, 200 millions de dollars pour faire les travaux de confinement, pour faire les travaux de pompage d'eau contaminée. On est capable de le faire, on a les technologies pour le faire, mais ça coûte cher. Et encore une fois, qui va payer? Dans mon livre à moi, ça devrait être le pollueur. Parce que c'est leur pollution, c'est pas le nôtre. Ils ont fait CIL, Akzo Nobel, ont fait des profits en vendant des explosifs. Par contre, les coûts environnementaux, ils n'ont jamais payé pour complètement. Et c'est pas à nous de payer ces coûts environnementaux-là. C'est à ceux qui ont fait des profits en exploitant l'usine, là, à payer ça. Alors, donc, oui, c'est possible de confiner, d'identifier les poches de pollution, de les excaver correctement. Actuellement, avec les technologies qu'on a, on est capable d'excaver un terrain avec une immense tente. On le fait dans les terrains de football, dans les universités à Montréal, où on couvre les terrains de soccer avec une immense tente. Alors, on couvre le terrain, comme ça, les émanations gazeuses sont captées. On escave le terrain et on confine ça dans des sites confinés, bétonnés, ou, alternativement, on traite ces sols contaminés par des systèmes de traitement. Mais ça coûte excessivement cher. Vous savez, c'est tellement facile de prendre une fiole remplie de HAP et de verser ça sur du sol. Ça prend quelques secondes et ça coûte pas cher. De décontaminer ce sol-là coûte une fortune. Donc, la pollution est facile. La dépollution coûte très cher. Et donc, la leçon, c'est ne pollue pas. Parce que ça va te coûter tellement cher pour dépolluer que tu économises de l'argent en faisant ça proprement. Alors donc, on a une grande leçon à apprendre du site de Northvolt, même au-delà de l'usine à batterie. La leçon que je vais laisser avec tes visionnaires de ton blog,
c'est que s'il y a un terrain contaminé industriel, et si tu veux un jour le développer, que ce soit pour construire un autre quartier résidentiel ou encore plus d'avoir un quartier commercial ou encore plus d'avoir une usine, ben, force le pollueur initial à décontaminer. Il faut que le terrain soit laissé le plus propre possible. Comme ça, beaucoup moins de problèmes dans le futur. Et ça veut dire qu'il faut veiller à ce que l'usine qui opère sur ce terrain-là opère proprement. Et ça implique la surveillance. Ça implique le ministère qui soit là, qui surveille, qui, aussitôt qu'il voit qu'une pollution s'échappe du site, intervienne rapidement et dire « Hey, tu t'échappes. » Ça veut dire que tu pollues l'environnement, mais en plus, tu pollues ton terrain. Je veux pas être pogné dans 20 ans quand tu vas quitter à dépolluer ton terrain aux frais des contribuables. Alors, c'est une veille environnementale. Le ministère actuellement a ses outils dans ses règlements pour faire ça. Il suffit d'avoir une volonté politique pour les appliquer, un peu de science, des bons fonctionnaires, des bons échantillonneurs, un peu d'argent, et puis on prévient des contaminations futures. Et puis, vous savez, hein, je ne sais pas si tu as des enfants. Moi, j'ai des enfants. Je sais que ça va être nos enfants qui vont gérer ces sites-là. Et ça s'appelle un cadeau empoisonné. C'est le cas de le dire. Alors, on ne peut pas laisser ça aux futures générations. Alors, ici maintenant, qu'on décontamine totalement le terrain de Northvolt, le terrain CIL à Sconabel, qu'on amène Northvolt à peut-être faire un peu aussi, parce que Northvolt s'est fait remettre tous les rapports. Je le sais, parce que j'ai vu les rapports d'ingénierie de Northvolt, et les ingénieurs de Northvolt font référence aux études d'Asconabel et de CIL. OK? Donc, Northvolt savait ce que le gouvernement du Québec leur a donné. Et c'était aussi un cadeau empoisonné. OK? Ils l'ont accepté. Parce que, comme dit le vieil adage, à un cheval donné, on ne regarde pas la bride. Alors, à un terrain donné, on ne regarde pas la contamination. C'est l'erreur qu'a fait Northvolt. Et je pense qu'il le regrette aujourd'hui. Moi, si j'aurais été Northvolt, j'aurais dit à Legault et à Fitzgibbon, « Ah oui, ce terrain-là, hein, vous n'avez pas un terrain un peu plus propre à nous offrir? » Disons que c'est tout un cadeau de grec, comme on dit. Ouais. Hey, Monsieur Green, on arrête ici. Je vous dis un énorme merci. C'est super intéressant. Vos lumières sont, là c'est un pléonasme, mais sont très éclairantes. On comprend beaucoup mieux tout ce dossier-là. Je vous remercie de vous impliquer comme ça hein, dans ces dossiers-là, aussi à Mercier. On vous voit partout avec ces situations-là, parce que comme vous venez de le dire, moi j'ai un petit gars de 11 ans. La plupart des gens qui vont nous écouter en ont des enfants ou en auront à un moment donné. Puis autant moi je rêve que mon gars il voit, parce que je suis photographe sous-marin, je veux qu'il voit des belugas quand il voudra y aller les voir puis qu'il y en ait encore. Comme je veux que les enfants de Tommy mon petit qui est mon ami, qui a encore des rainettes faux-grillons autour de Montréal dans les années à venir. On veut aussi que le chevalier cuivré soit capable de survivre dans cette rivière-là puis que, tu sais, que ça devienne des symboles, puis qu'on arrête. Hein? Là, on parle de les erreurs du passé. La CIL, c'est un centenaire, mais c'est pas normal qu'aujourd'hui, on s'est voilé les yeux, puis qu'on a fait un peu comme si de rien n'était. Alors ça, il faut que ça cesse. Je vous invite et on va vous suivre. J'invite nos auditeurs, les gens qui nous regardent, d'aller voir votre travail, de vous suivre, de vous appuyer. Et à vous, mes chers amis, je vous dis à une prochaine fois. Il y a des épisodes qui s'en viennent. Pour finir la trilogie sur Northvolt, on a commencé avec Jacinthe Villeneuve, les citoyens. On a fait un épisode sur les contaminants avec M. Green et on termine la trilogie avec Alain Branchot sur vraiment la biologie du chevalier cuivré et l'impact que tout ça aura sur cette espèce-là à cause du projet Northvolt. Alors, M. Green, je vous dis merci et à la prochaine. Un plaisir, merci.